La vie est une route qui monte quand l'on sait pourquoi l'on vit et où l'on va. Cette réflexion philosophique a toujours guidé mes actions à la recherche d'excellence et de résultats significatifs. Je voudrais prendre le temps pour remercier le Conseil présidentiel, la primature, qui ont pensé à moi pour être à la gouvernance de la Direction générale de la santé publique et de la population. Je remercie ma famille et tous mes amis qui m'ont supporté dans le choix de cette décision critique à un carrefour particulier de la vie nationale. Accepter un poste dans cette situation délétère, ce n'est pas un simple privilège, c'est un devoir citoyen qui exige une détermination pour donner des résultats. Le temps n'est pas à la parole, le temps est à l'action. C'est la troisième fois que j'occupe le poste de directeur général. Et comme l'a dit mon ami Lauré, c'est comme une répétition. Mais je dirais en tant que musicien, c'est une symphonie inachevée. C'est comme une mission qui m'est donnée par le Très-Haut pour poursuivre la voie dans laquelle je me suis engagé, cette voie initiée depuis 1975 dans la commune d'Anse-Rouge et qui s'est amplifiée dans la commune de Jean Rabel pendant 7 ans, avant de m'envoler vers le Mexique pour faire une maîtrise en santé publique. Mais comme disait très bien, je dirais, la maîtresse de cérémonie, on ne se dissocie jamais de la santé publique. C'est comme il y a une attache viscérale entre le travail de la santé et le ministère de la santé publique. Et de loin, je suivais tout ce qui se passait au niveau du ministère. Et quand il y avait l'épidémie de la Covid, je recevais à travers le site REP, tout ce qu'il y avait comme, je dirais, émergence du cas dans les divers départements et de façon ponctuelle et en temps réel. Je remercie les membres de la DERL pour ce partage d'informations qui m'ont mis à jour sur les grandes difficultés auxquelles était confronté le ministère de la Santé publique pour la prise en charge des cas de Covid. J'ai saisi l'opportunité pour remercier mon ami Lauré pour ses propos élogieux à mon égard. Ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est son fair-play, son franc-parler et cette amitié qui ira au-delà de l'espace et du temps, et cette amitié se renforcera. Merci, Lauré. Docteur Lauré a fait face à des situations assez particulières, assez difficiles, mais il a pu surmonter certains obstacles. C'est pourquoi je pense que nous n'allons pas ramasser des débris, mais peut-être articuler certaines pièces qu'il avait pu rassembler. Le résultat, c'est exactement ce qu'attend la population. Les attentes sont multiples. Nous avons plus d'une trentaine d'institutions qui ne peuvent pas fonctionner, soit par vandalisme, soit par départ forcé de nos cadres, ou, je dirais, par manque de matériel. Et, il faut dire le mot, en raison de l'insécurité galopante. Quand nous avons décidé de revenir au bercail,
nous avons mesuré l'ampleur des enjeux et des défis. Ce n'est pas l'époque où il y avait à résoudre uniquement des grèves du personnel, des grèves de médecins, d'internes, etc. Mais maintenant, c'est une situation qui nous interpelle. C'est un climat d'insécurité qui empêche les prestataires de soins de remplir leur mission, qui est la délivrance de soins de santé à la population. Et c'est dans ce climat délétère que nous allons ensemble, le ministre et moi, travailler pour non seulement répondre aux exigences de la feuille de route qui lui avait été transmise par la primature, mais aussi pour répondre aux besoins de la population en matière de santé. J'insiste sur le terme de résultat. Et, voyant le directeur général de Cannes en face de moi, cela me rappelle un résultat que je voudrais partager avec vous autres. Au lendemain du 12 janvier, nous étions préoccupés par le fait qu'il était difficile de transporter les nombreux patients victimes du tremblement de terre. Cette préoccupation s'était amplifiée quand, quelques mois après, surgit la première épidémie de choléra. Le nombre de patients à transporter a augmenté. Et savez-vous que l'amitié, je dirais, est une source inépuisable d'inspiration. Une capoise, ancienne de mes élèves originaires à Sumta, était venue comme volontaire après le tremblement de terre. Et par hasard, elle travaillait à une organisation allemande qui s'appelle Joanniter, qui avait deux vocations. La vocation de préparer des prothèses c'est-à-dire pour les mutilés, et aussi faciliter le transport de patients de Léogane vers des centres hospitaliers. Elle m'a invité un soir à Léogane, et puis j'ai vu le directeur de Joanniter. Mais pendant les civilités, je scrutais l'horizon. Et ce que j'ai vu, il y avait une vingtaine d'ambulances. Mais ce n'étaient pas des ambulances adaptées à nos routes. Des ambulances pour les routes asphaltées, c'était ce qu'on appelle les vannes, les petits bus. Mais très équipés, défibrillateurs, tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on doit avoir dans une ambulance. Et j'ai saisi l'opportunité pour dire au directeur, au cours de la visite, quelle aide vous pouvez offrir au ministère de la Santé. DG, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je vois que vous avez un certain nombre d'ambulances. Est-ce que je pourrais avoir 6 ambulances? Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a appelé son responsable de logistique. Est-ce qu'on peut mettre disponible 6 ambulances? Le responsable disait qu'on pourrait mettre disponible 4 ambulances. J'ai dit, bon, je prends les 4 ambulances. Et le lendemain, on est monté avec 4 chauffeurs, les ambulances. Donc, le souci des résultats m'a apporté, je dirais, m'a amené à porter sur les fonds baptismaux le Cannes. On a eu les premières ambulances et après, le président de la République à l'époque, et le président Préval, était un peu satisfait. Un dimanche, il m'a appelé pour me dire que, docteur, j'ai, à travers les conversations avec le ministre, apprécié l'initiative. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? J'ai dit, il nous faudrait d'autres ambulances. Et alors, il a appelé ce dimanche matin un concessionnaire qui s'est présenté directement au palais et il dit que j'ai besoin de 10 ambulances. Mais il y avait un prérequis. Joanniter nous avait dit, si vous transportez des patients atteints de choléra, le chauffeur et le personnel doivent être isolés. Donc, ce concessionnaire dit, bon, on va faire en sorte qu'il y ait une climatisation, on va transformer ces ambulances, ce n'était pas des ambulances, disons que c'était
encore des autobus, mais beaucoup plus grandes que celles de Joie-Unitaire. Et on a commencé ainsi le CAN. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? C'est parce que le CAN a survécu aux intempéries, au changement du régime, au changement de la gouvernance du ministère, et tous les ministres qui se sont succédés au ministère se sont appropriés le CAN jusqu'à ce que le CAN soit devenu une réalité nationale. Mais j'ajoute, pour terminer cet exemple de résultat, quand j'ai parlé au directeur de Joie-Unitaire, j'ai dit, mais il nous faut la formation. Il me dit qu'il va organiser pour nous autres une formation en Allemagne, à Berlin. Alors, nous étions invités et je me suis fait accompagner du directeur du CAN embryonnaire de cette époque et du responsable de logistique, qui est encore responsable de logistique au niveau du ministère. Nous sommes partis en Allemagne, à Berlin, et on a trouvé 2 Allemands qui s'exprimaient en français pour les contacts, pour le cours, et on a obtenu de Joie-Unitaire l'envoi d'un instructeur francophone pour former nos premiers ambulanciers, et c'est ainsi que naquit le CAN. Et après, quelques mois après, dans le cadre de l'accord tripartite Haïti, Cuba, Brésil, on a pu avoir 30 ambulances bien équipées et le CAN a grandi et est devenu cette référence nationale en matière de système ambulancier. Monsieur le ministre, je voudrais souligner une chose. Pour qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait une franche et loyale collaboration entre le ministre et le directeur général. J'ai eu la chance d'avoir travaillé avec 5 ministres. Et tous ces ministres, je prends plaisir à citer les noms, Robert Auguste, Alex Larsen, Florence Duclaval-Guillaume, Rita Roy, Daphné Benoît, et il n'y a jamais eu de friction. Pour réussir, monsieur le ministre, et pour avoir des résultats significatifs qui correspondent aux besoins de la population, il faut entre nous une synergie et mieux une symbiose entre l'énergie de la verte jeunesse et le cumul d'expérience de l'âge certain. C'est à cette condition que nous allons réussir. Messieurs les directeurs et directrices centrales, vous qui êtes responsables de la normalisation, vous qui êtes le cerveau qui puisse alimenter, c'est-à-dire le débat pour l'application de la politique gouvernementale par le ministre, je vous dis que vous aurez toujours la même écoute, le même esprit d'équipe et la collaboration qui a toujours caractérisé les rapports entre les directions centrales et la direction générale. Messieurs les directeurs départementaux, j'en vois un, encore un ami, un épidémiologiste. Vous êtes au niveau stratégique. Vous avez la responsabilité de la coordination intradépartementale et la cohésion interdépartementale. Cadres du ministère qui sont au niveau de la prestation, au niveau opérationnel, les directeurs exécutifs des hôpitaux, les directeurs médicaux, les infirmières, les auxiliaires infirmières, les autres cadres techniques. Vous avez entendu au niveau des médias les complaintes de la population. La population a besoin de soins de santé. Nous comptons sur votre présence réelle et effective dans les institutions de prestation.
quand c'est permis d'accéder à ces centres de prestations. Nous ne sommes pas des démagogues, nous comprenons très bien qu'avec l'insécurité, l'accès à certaines institutions de prestations est limité. Mais aujourd'hui, nous prenons l'engagement solennel de contribuer conjointement avec le ministre à la réouverture progressive des institutions de prestations, de nos hôpitaux. Si, pendant les mois qui viennent, nous n'arrivons pas ensemble dans cette collaboration concertée à réouvrir l'hôpital de l'Université d'État, à réouvrir et à faire fonctionner la maternité Isaïe Gentil, le sanatorium de Port-au-Prince. Je pense que nous allons être jugés par l'histoire et la population. Nous devons prendre non seulement l'engagement, mais je dirais rechercher toute notre énergie, tous les moyens disponibles pour commencer par ces premières institutions. Ensuite viendront le rôle du Bel-Air, c'est un centre de santé, le centre du portail des organes, la CR de Bon Repos et de Bedet, ce sera progressif. Mais l'alma mater de l'HUEH doit être réouvert pour distribuer, pour dispenser des soins de qualité à la population. C'est progressif. Nous sommes limités par la situation, mais il faut que dans notre cahier de charge, la réouverture des institutions soit des priorités et que nous allons travailler ensemble avec les directeurs des institutions concernées, avec les autorités concernées, pour que ces institutions puissent reprendre leurs activités. Dans cette optique, je crois qu'il est indispensable de créer un task force incluant les forces de l'ordre, la PNH, la MIDAITI, les mairies des zones concernées, les notables de certaines zones et aussi la population générale pour pouvoir réouvrir cette hôpitaux. Seuls, nous ne pourrons pas. Les forces de l'ordre seules ne pourront pas aussi. Mais dans une concertation à travers un task force, nous allons pouvoir le faire. Je suis ici pour y rester quelque temps. Mais je crois que c'est un esprit de sacrifice et de service qui doit caractériser nos démarches, nos interventions. Nous comptons déjà sur l'appui, la collaboration de nos partenaires techniques et financiers pour pouvoir renforcer la capacité opérationnelle des institutions de santé. Nous comptons sur nos partenaires pour, je dirais, la concertation permanente de laquelle jailliront certaines idées pour mieux penser, ou bien pour mieux repenser le système en temps de crise. Car nous sommes dans une situation difficile, il nous faut tenir compte des opinions et des conseils de tous et de toutes pour pouvoir surmonter ces obstacles et aller de l'avant. Pour terminer, je dirais que la lutte est difficile, elle sera longue, mais avec la détermination, l'engagement, la constance au travail, on arrivera à donner des résultats significatifs qui puissent répondre aux attentes des autorités de nomination et surtout aux besoins de la population.